Bon, bah, bienvenue à tous pour cette conférence sur comment commencer dans le bug bounty. Moi, mon tout premier rapport, c'était début 2022, et on va dire que je suis plutôt actif depuis fin 2022. Donc, je me considère pas comme expert, mais je pense quand même que j'ai un petit niveau intermédiaire. Du coup, cette conf, elle s'adresse plus pour des gens qui soit sont curieux, soit souhaitent se lancer dans le bug bounty, ou soit qui sont déjà lancés, qui veulent un peu step up là-dessus. Du coup, on va parler de qu'est-ce que c'est, à quoi ça ressemble les rapports, comment débuter, quels outils j'utilise au quotidien, quels outils j'utilise pour faire ma recon par exemple, euh, combien ça rapporte, les programmes publics, privés, et vu qu'on est en France, il y a aussi toute la partie auto-entreprise, loi, etc., impôts, je vais revenir. Comment obtenir ses premières invitations sur des programmes privés? Je vais balancer deux trois tips comme ça, et aussi des mèmes. Je vais pas vous apprendre comment devenir millionnaire ou comment le bug bounty a changé ma vie ou ce genre de choses. Il y a déjà assez d'influenceurs sur Twitter et LinkedIn pour vous dire comment faire. Il y a quelques charlatans aussi dans le monde du bug bounty. Il y en a qui vont faire genre que c'est ultra facile et tout ça. Bon, mon but c'est juste vous dire les avantages, les inconvénients et pas juste genre c'est trop bien, faites-le. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Du coup, qui je suis? Donc mon pseudo sur l'internet c'est Xanax. Je fais pas mal de sécu web, un peu de malware aussi. Je fais des CTF avec les copains de chez Arnac, Hexagone et aussi avec le club de l'NCBS. J'organise le Hero CTF et je fais partie aussi de la SOAC de G2. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que le bug bounty? Donc là, un petit peu de définition classique. Du coup, le bug bounty, c'est quand tu as des entreprises, donc soit du monde privé ou public, qui mettent à disposition des applications pour, à des chercheurs en sécurité, donc des hunters, qui eux vont aller du coup chercher des vulnes sur ces applis, faire des rapports, et donc si le rapport est accepté, potentiellement être rémunéré, donc soit sous forme principalement d'argent, de goodies, de points sur la plateforme, etc., etc. Pour les entreprises, du coup, l'avantage du bug bounty, par exemple, par rapport à un pentest un peu classique, c'est qu'on va toucher beaucoup plus de personnes et aussi que c'est ouvert 24 heures sur 24, le week-end, les vacances, etc. Contrairement à un pentest où souvent c'est une semaine, deux, voire trois pour les pentests longs. Et donc pour les hunters, c'est principalement tout ce qui est rémunération, réputation, et puis aussi tout ce qui est apprentissage de nouvelles connaissances, et aussi le fait qu'on soit sur des vrais targets, ça peut un peu changer du monde du CTF. Donc comment faire? Souvent on passe par des plateformes. Les plateformes françaises, donc il y a Yesuak et Yogosha. Integrity, c'est aussi au niveau européen. HackerOne et Bugcrowd, c'est des plateformes US. Donc c'est des plateformes qui vont mettre à disposition des programmes qui sont des publics et aussi privés. Un programme public, c'est tu t'inscris sur la plateforme, ton compte est validé, donc tout le monde peut accéder après au programme public. Les programmes privés, donc c'est sur invitation. Les invitations, tu les reçois principalement basées sur ton activité, donc plus tu vas faire de rapports, plus tu vas être accepté, plus aussi tu auras d'impact, de points, etc. Et donc plus tu vas être amené à avoir des invitations. Et après tu vas te lancer dans un petit cercle où tu auras plus d'invitations, donc tu vas pouvoir faire plus de rapports. Et donc au final, ça arrive quand même assez rapidement d'avoir des invitations sur des programmes privés. Et il y a aussi des grosses boîtes comme Google, Microsoft, Facebook et autres qui eux proposent directement de faire, qui ont leur propre plateforme de bug bounty. Donc tu peux t'inscrire directement sur leur plateforme à eux. Mais bon, ça c'est que réservé souvent aux très grosses boîtes. Je vais commencer avec un petit peu de vocabulaire. Donc ça c'est la slide la plus chargée, je suis un peu désolé, mais c'est un peu obligatoire. Voilà, il y a beaucoup de mots. Donc le bug bounty, souvent on dit bébé. Donc, comme je disais tout à l'heure, un échange de vues compte des récompenses. Les triagers, c'est quoi? C'est les personnes qui vont recevoir votre rapport et qui vont dire est-ce que ce rapport je l'accepte, est-ce qu'il est bien, etc., etc., ou alors je peux le rejeter. Je parlerai juste après des différents statuts que peut avoir un rapport. Les hunters, donc c'est plutôt nous, donc c'est les personnes qui vont aller chercher de la vulne sur les programmes. Les scopes, donc ça va être tout le périmètre du programme. Souvent, il y a deux choses dans le scope. Il y a sur quoi on va hunt
donc ça peut être des domaines, des adresses IP. Et il y a aussi quel type de vulnérabilité accepter. Donc souvent, tout ce qui va être sans trop d'impact, toutes les vues ne aura pas vraiment de POC ou ce genre de choses, ça va être totalement out of scope. Et par contre, tout ce qui est RCE, SQL, injection et tout ce genre de choses un peu plus avec de l'impact, ça c'est vraiment dans le scope. Des fois, la limite est un peu floue entre out of scope et hors scope. Par exemple, tu peux avoir des vulnes, c'est marqué par exemple les CSRF. Si tu as un vrai impact de sécu, c'est dans le scope. Si tu n'as pas un vrai impact de sécu, c'est pas dans le scope. Donc ça dépend un petit peu de l'appli. Qu'est-ce que le score CVSS? Donc ça, c'est un score, j'y reviendrai plus tard, qui représente l'impact de 0 à 10 de ta vulne. Et c'est sur ça que tu vas être payé principalement. Des petits mots-clés, donc PII, Personally Identifiable Information. Donc ça, c'est en gros les infos utilisateurs. Donc quand tu arrives à leak de l'API, c'est souvent tu arrives à leak de l'adresse mail, tu arrives à leak des noms, prénoms, numéro de téléphone, ce genre de choses. SQLI, SQL injection, account takeover pour ATO, donc ça c'est quand tu arrives à récupérer le compte de la personne. Business logic error, BLE, donc c'est toutes les erreurs de logique. Typiquement le classique c'est tu as un code coupon sur un site e-commerce, tu l'utilises une fois, tu le réutilises une deuxième fois. Si tu as deux réductions, c'est une BLE. Le statut de ton rapport, voilà, typiquement Burger King qui est arrivé aujourd'hui. Tu pouvais essayer 10 fois un coupon, c'est quelque chose comme ça. Donc typiquement les statuts de ton report, donc accepter, refuser, OOS, donc c'est out of scope, c'est-à-dire tu ne corresponds pas au scope du programme, soit parce que tu as les hunts à côté, donc sur un domaine à côté, soit parce que ta vue n'est pas qualifiable, quoi. Need more info, c'est souvent quand ils n'arrivent pas à reproduire ton POC, ils te demandent de refaire la partie POC. Donc résolu quand tu as vu le rapport est fixe. Et duplicate, c'est quand quelqu'un a déjà trouvé ce que tu as trouvé avant. Et du coup, là, tu manges ton sum et tu as 0. Oui. Alors là, je vais vous expliquer de façon assez concrète comment avoir son premier rapport. Souvent, ce qui bloque chez les débutants et chez moi quand j'avais commencé, c'était plus l'état d'esprit en vrai que le niveau technique. J'étais plus dans l'ambiance, je trouverai jamais de vulne. Il y a plein de gens qui sont passés avant moi. Les entreprises, elles ont des équipes de sécu. Je vois pas pourquoi moi tout seul Hunter, j'arriverai à trouver des vulnes. Et ça, faut vraiment sortir de cet état d'esprit-là. Parce que de ce que je vois en bug bounty, il y a plein de trucs, il y a plein de scopes. Et honnêtement, je trouve ça plus simple que beaucoup de challenges de CTF. Les vulnes, souvent, c'est du classique. Je vous montrerai juste après les types de vulnes. Donc pour sortir de cet état d'esprit, je vous conseille vraiment d'aller voir les rapports qui sont dits disclosed. Donc c'est des rapports qui sont mis publics une fois que tout est résolu, par exemple. HackerOne y propose, donc vous pouvez aller voir sur l'activity. Donc c'est tous les derniers rapports disclosed. Moi je me suis abonné à un compte Twitter qui fait disclosed H1, donc qui tweet à chaque fois qu'il y a un nouveau rapport disclosed avec le nom du rapport. Si ça vous intéresse, vous cliquez, vous pouvez lire. Et il y a aussi Hunter, là c'est plus aussi pour de la recherche, donc vous allez avoir beaucoup de types de vulnes et vous allez avoir aussi tout ce qui est vulnes hardware, pas que des vulnes web, tout ce qui va être pawn et tout ça. Plus vous allez faire du bug bounty, plus vous allez développer un espèce d'instinct bug bounty. Il y a un petit peu ça en CTF aussi, où tu arrives en CTF, tu vois le nom du challenge, tu sais un peu ce qu'il faut faire, alors que tu as juste vu le nom du challenge, tu n'as même pas ouvert l'application. En bug bounty c'est un peu pareil, tu vas arriver sur un site, et rien qu'à sa tronche, tu vas pouvoir dire ok, je vais faire tel et tel check. Donc ça vient vraiment avec le temps, assez rapidement. En haut à droite, vous avez les types de vulnes que moi je vous conseille vraiment si vous débutez. Des trucs qui sont pas trop durs techniquement et qui arrivent quand même relativement souvent. Donc tous les types d'injections, XSS ça arrive souvent. Celle qui arrive très souvent c'est dans les encres, donc dans les liens. Commencer une encre au lieu de commencer par HTTPS ton lien, tu commences par JavaScript, 2 points, et là tu balances ton code JavaScript. Ça souvent c'est jamais filtré, ou alors quand il y a des filtres, c'est des filtres qui sont faits à la mano. Donc typiquement ils vont juste bannir le mot JavaScript. Toi tu mets juste une lettre majuscule dedans, ou alors tu mets un espace entre Java et script, ça passe. Donc c'est assez simple à faire.
SQL injection, il n'y en a pas tant que ça, mais c'est pareil, c'est un truc qui c'est super simple à détecter. Tu mets une quote, ça crache, bon, bah, tu sais à peu près qu'il y a une injection SQL. Toutes les vues d'autorisation, donc quand j'ai parlé d'horizontale, c'est par exemple tu as un user 1, un user 2. Tu vas par exemple essayer d'aller voir, le user 1, il va essayer d'accéder au document de l'autre utilisateur. Donc, horizontal, parce que tu es sur le même niveau de privilège. Vertical, c'est quand un utilisateur va par exemple essayer de reproduire les actions d'un administrateur. Donc là, tu vas faire une élévation de privilège. Il y a pas mal d'outils qui permettent d'automatiser ces checks-là. C'est-à-dire que vous loguez 4 comptes dans 4 tabs différents. Vous cliquez un peu partout sur les liens, vous postez des formulaires, etc., etc. Et il y a des extensions Verp qui vont répéter toutes les requêtes que tu as faites sur chacun des comptes. Et comme ça, et puis, par exemple, si tu soumets un formulaire donc d'administrateur et que tu vois que ça passe en succès sur un autre de tes comptes qui n'est pas admin, bah là, c'est probablement que tu as un manque de check d'autorisation. Les IDOR, c'est pareil, c'est super simple. Tu as un ID, tu fais -1, +1. Si tu commences à aller voir, par exemple, les documents de tes collègues, bon, bah là, tu as une IDOR. Open Redirect, ça, c'est les redirections HTTP qui ne sont pas voulues. Typiquement, dans un lien, tu as redirect égale une URL. Tu changes l'URL, tu regardes si tu es bien redirigé, c'est bon. Si vous voulez vous entraîner techniquement, vous pouvez faire des CTF. Ce que je vous conseille le plus niveau sécurité web, ça va être Portsfigure Academy. Vous avez 3 types de niveaux. Apprentice, practitioner, expert. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de faire les experts. Déjà, si vous avez clear tous les apprentis et tous les practitioners, c'est largement suffisant pour commencer. Là, je vais rentrer un peu plus dans les détails, vraiment aller voir des rapports. Là, je suis sur la page de l'activité donc de HackerOne, que j'ai screenshot ça la semaine dernière. Et là, j'ai trié donc par les rapports entre guillemets les plus populaires. Donc, on pourrait s'attendre que ce soit des rapports super compliqués, des trucs assez incroyables. Par exemple, bah, on a des targets comme Reddit, LinkedIn, département de défense des États-Unis. Donc, on pourrait s'attendre que ce soit des vulnes super dures à trouver. Et au final, pas du tout. Donc là, par exemple, la première Reddit, c'était juste une XSS. Le mec, il a pris un paramètre, il a mis une XSS dedans, c'est passé. C'était un paramètre dans une URL. La deuxième sur LinkedIn, c'était une injection dans URN, qui est un petit moteur de recherche. Et donc là, c'était une espèce d'IDOR, donc tu incrémentais les ID, tu pouvais leak de la donnée. Sur Slack, c'était juste, si je dis pas de bêtises, quelque chose qui n'était pas censé être exposé, qui était exposé. La RCE sur le département de la Défense, c'était un export de fichiers qui devait exporter un XLSX. Le gars, il a changé l'extension, il a mis ASPX, il a mis un reverse shell dedans, c'était bon, RCE. Donc vraiment, c'est des trucs, tu peux dire, niveau 0 en CTF. Et la dernière, je comprends pas pourquoi c'est pas out of scope. Très souvent, c'est out of scope ce genre de choses. C'est le password, le lien de reset de password, il est envoyé sur le protocole HTTP. Donc ça, bah, man in the middle. Très souvent, les man in the middle, c'est out of scope, mais bon, là, c'est passé, donc plutôt cool. Donc c'est vraiment des trucs vraiment classiques, et là, c'est les rapports, entre guillemets, les plus populaires, quoi. À force de faire des rapports, souvent, on réécrit la même chose. Enfin, il y a certains bouts du rapport qui sont tout le temps les mêmes. Donc moi, j'ai commencé à faire des templates, tout simplement, de rapports qui sont disponibles sur mon GitLab. Souvent, ils sont séparés en 5 parties. Premièrement, on a la description de la vulne. Donc là, c'est juste une définition bête et méchante de la vulne. Donc, qu'est-ce qu'une XSS réfléchie? Qu'est-ce qu'une injection SQL? Qu'est-ce qu'une IDOR, etc., etc. Ensuite, tu as la partie POC, qui pour moi est la partie vraiment la plus importante. C'est en fait le triager, c'est vraiment ce qui va lire presque en premier, quoi. C'est comment est-ce que je reproduis la vulnérabilité. Donc là, ce que je vous conseille, c'est vraiment de mettre un maximum de captures d'écran, de vidéos, de liens. Le but, c'est vraiment d'aider le triager à ce qu'il reproduise vraiment très rapidement le POC. Ce que je fais de temps en temps, quand il y a des requêtes assez compliquées, c'est que je fais dans Burp, je copie-colle directement la requête HTTP et je la mets dans le rapport en RAW. Comme ça, après, eux, ils ne peuvent pas se tromper côté, je rejoue la vulne en local, enfin de leur côté. Niveau impact, ça aussi, c'est des trucs un petit peu génériques qui, selon les rapports, tu le modifies un petit peu. Typiquement, les impacts d'une injection SQL, les impacts d'une XSS, souvent, c'est la même chose. Donc, tu
tu ajustes un petit peu en fonction de ton rapport, mais souvent c'est la même chose. Les mitigations, c'est encore pareil, donc comment remédier à la vulnérabilité. Et les références, c'est juste un petit peu de la bibliographie, donc souvent je donne des liens vers la doc OWASP, vers la doc Portsfigure ou vers la doc de Mozilla. Ensuite, là, je fais une petite comparaison entre CTF, Pentest, Bug Bounty. L'avantage en CTF, c'est que vous avez un challenge, vous savez qu'il y a une vuln. En Bug Bounty, quand tu arrives sur une page, ou quand tu arrives sur un formulaire ou un truc, tu sais pas forcément s'il y a une vulnérabilité derrière. Donc ça peut être un petit peu frustrant au début. Tu as aussi pas mal d'indications en CTF. Par exemple, si on te dit il y a un bot admin qui passe toutes les 3 minutes, bon, bah, tu t'attends à ce que ce soit une XSS par exemple. Tu as des indications, notamment via la description du challenge, les noms du challenge, etc. etc. Souvent en CTF, le challenge, c'est souvent des trucs assez courts. Souvent les applis, elles font une page ou deux, des fois un petit peu plus, mais bon, souvent c'est juste une seule application. Si vous regardez par exemple les challenges web server de RootMe, tu as beaucoup d'applis, c'est des applis PHP, elles font 50 lignes. Il y a aussi beaucoup d'applis Flask qui font 100 lignes. Enfin, c'est quand même des scopes plutôt petits, alors qu'en Bug Bounty, on peut se retrouver à auditer tous les sites d'une entreprise entière. Donc, c'est quand même la partie reconnaissance qui diffère. En CTF aussi, on a l'avantage de savoir la difficulté du challenge sur lequel on se lance, soit parce que c'est directement indiqué dans le challenge, soit en regardant combien de fois le challenge a été résolu, etc. etc. Donc c'est un peu plus simple de commencer, vu que tu vas commencer du coup par les challenges simples, et puis évoluer petit à petit. Le CTF, en vrai, moi je trouve que c'est beaucoup plus dur que le Bug Bounty ou que le Pentest. Et des fois c'est un petit peu moins réaliste, des fois tu as des cas un petit peu tordus, mais qui peut servir dans la vraie vie. Par exemple, en CTF, tu as beaucoup de challenges de bypass de la mort avec plein de keywords qui sont ban. Dans le Bug Bounty ou dans le Pentest, tu vas souvent être amené à devoir bypass des WAF. Donc pour ça, ça peut être par exemple un cas où du coup le CTF permet de t'apprendre des choses, enfin permet d'être complémentaire en fait avec l'activité de Bug Bounty. En Bug Bounty, c'est un peu différent, tu as plein de vulnes, c'est pas forcément les mêmes. Souvent en CTF, tu vas être amené à report que les grosses vulnes, donc que des RCE. Enfin, pour obtenir le flag, souvent tu vas avoir soit une lecture de fichier, soit une RCE, donc forcément des grosses vulnes. Alors qu'en Bug Bounty, dès que par exemple tu peux aller voir les documents de quelqu'un, des petits trucs, quoi, des petites médiums, il faut vraiment les report. Alors qu'en CTF, bon, bah, tu as trouvé une XSS sur un chal où il faut une RCE, bon, bah, t'as rien, quoi. Faut continuer à avancer jusqu'à la RCE, quoi. Donc comme je disais tout à l'heure, tu as des scopes beaucoup plus grands et tu ne sais jamais vraiment à l'avance s'il y a une vulnérabilité, sinon ce serait trop simple. Le côté pentest, donc pentest web, tu vas être amené à report des mauvaises pratiques de sécurité, même si tu n'as pas forcément de POC. Donc par exemple, si ton header CSP il est mal implémenté, si tu as des corses en étoile ou ce genre de choses, tu vas les report en pentest pour améliorer la sécurité globale du projet. En Bug Bounty, si tu fais ça, ils vont sûrement te répondre est-ce que vous avez un POC qui prouve l'impact? Si tu n'en as pas, ils vont te dire bon bah tant pis, out of scope. Ça dépend encore des programmes, mais c'est très souvent comme ça. Et les pentests, souvent, c'est une timeline qui est fixe. Qu'est-ce qui est un petit peu unique par rapport au Bug Bounty? Il y a certains types de vulnes qu'on retrouve souvent que en Bug Bounty. Typiquement, les blind XSS, alors il y en a un petit peu en CTF, mais les blind XSS où par exemple, tu vas envoyer une XSS dans un formulaire de contact et tu auras ta réponse. Donc tu auras un hit sur ta XSS, par exemple, que 2-3 semaines après. Ça, c'est des trucs qui arrivent jamais en CTF parce que forcément, tu vas pas attendre 2-3 semaines de recevoir un hit. Tu as un bot qui tourne toutes les 5 minutes ou toutes les 3 minutes. Des XSS sur différents domaines. Donc ça, c'est assez cool. Quand tu arrives à avoir une XSS sur une des applis, mais qu'il n'y a pas trop de données sensibles sur l'appli, donc tu peux pas trop montrer d'impact. Par exemple, tu peux pas leak de pays ou tu peux pas récupérer le compte de la personne sur ce domaine-là. Tu vas potentiellement aller chercher, aller requêter d'autres domaines.
Donc ça, je trouve c'est intéressant. C'est pas forcément, on voit pas forcément ça en CTF. Dependency Confusion, ça c'est un truc qui est assez sympa. Typiquement, une entreprise qui demain crée une lib en interne qui s'appelle, je sais pas, Toto. Et c'est une lib interne, mais en fait, demain, toi, sur le repo public, genre NPM, PyPy et tout ce genre de choses, tu vas créer aussi une lib qui s'appelle Toto. Et ben, le dev, au lieu d'aller chercher la lib en interne, en fait, par défaut, ça va aller chercher la lib en public. Donc, il va aller télécharger ta librairie à toi. Du coup, tu vas pouvoir RCE le dev. Alors souvent, c'est pas les devs que tu RCE. Des fois, ça peut être des pipelines automatiques. Donc tu vas te retrouver dans des runners ou ce genre de choses. Et ça, c'est des trucs aussi que tu vois que en Bug Bounty. Subdomain takeover, ça c'est aussi super sympa comme vul. Imaginons demain, je crée un site avec Wix. Donc je l'appelle toto.wix.com. Et donc j'ai plein de références vers ce site, etc., etc. Et un jour, je décide de supprimer mon site Wix, mais il y a encore plein de liens qui pointent vers ce site. Et ben moi, attaquant, je peux dire ok, bah, je vais créer le site Wix, toto.wix.com, et du coup, à partir de là, je vais pouvoir faire potentiellement du phishing avec ce site, vu que tu auras des références, des vraies références qui vont pointer sur ce site. Il y a la partie, donc, comme je disais, recon. Des fois, tu arrives sur un programme et ils te disent bon, bah, ce qu'il y a dans le scope, c'est étoile.monentreprise.com. Donc, tu fais une énumération de sous-domaines, tu te rends compte qu'il y a 500, 1000 domaines. Donc là, forcément, tu ne vas pas aller tous les voir à la main. Tu es obligé de faire un petit peu de tri au début. Ce que je recommande, moi, c'est de choisir des targets qui vous plaisent un petit peu. Par exemple, si vous commencez à hunt sur des targets en chinois ou sur des targets où vous ne comprenez pas du tout la langue, des fois ça casse beaucoup l'expérience utilisateur et ça devient très très vite compliqué. Et si vous trouvez ça chiant, vous n'allez pas prendre du plaisir à hunt et du coup bah, vous allez rage quit au bout d'une heure ou deux. Donc choisissez vraiment des targets qui vous font, j'ai envie de dire, qui vous motivent un petit peu. Pour rester motivé, vous pouvez collaborer. Donc ça c'est vraiment sympa. Ce que je vous conseille moi c'est d'envoyer un MP à la personne qui s'appelle Blacklist sur Twitter. C'est une nouvelle communauté de Discord autour du Bug Bounty qui est tout récente, qui a quelques mois. Et donc c'est super sympa, il y a plein de questions, il y a plein de réponses aux différentes questions que tu peux avoir en tant que hunter. Pas que sur des sujets techniques, mais aussi sur des sujets sur la finance, sur où est-ce que je dois acheter mon VPS pour pas me faire ban si je commence à lancer des scans ou ce genre de questions. Donc ça c'est plutôt sympa. Pour commencer et avoir vos premières invites sur des programmes privés, ce qui peut être sympa, c'est de faire des challenges que mettent à disposition les plateformes. Par exemple, Yesua qui mettent en place un truc qui s'appelle Yesua Dojo. Integrity, c'est tout ce qui va être challenge XSS et autres. Et donc, ça a vraiment l'apparence d'un challenge CTF classique. Et donc, pour certaines personnes, ça va être beaucoup plus simple à faire que trouver des rapports sur des programmes publics, par exemple. Donc, l'avantage, c'est que vous allez utiliser la plateforme. Donc, vous allez écrire, par exemple, votre premier rapport. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est pas forcément quelque chose d'évident au début. Vous pouvez être un petit peu perdu. Et ça compte comme des vrais points, comme si vous avez fait un vrai rapport sur une vraie target. Donc, quand vous faites des challenges donc mis en place par exemple Yesua avec Dojo, vous pouvez recevoir des premières invitations grâce à ça. Donc, si je fais un petit résumé, donc vous avez 4 étapes. Vous apprenez, donc soit via les CTF, soit en lisant de la doc, etc., etc. Donc, vous essayez d'augmenter un petit peu votre niveau technique. Commencez à hunt. Vous dites pas ouais je vais hunt le mois prochain, l'année prochaine, je sais pas quoi. Commencez dès maintenant. Même si vous trouvez rien au début, c'est pas trop grave. Vous allez déjà commencer à comprendre des choses, comprendre comment ça marche. Au niveau du mindset et de l'apprentissage, il y a aussi lire les rapports que d'autres hunters ont fait. Comme ça, vous allez pouvoir vous dire ah mais en fait moi aussi j'aurais pu le faire. Du coup ça va vous motiver à le faire. Et comme je disais tout à l'heure, les challenges, donc ça peut être une vraie opportunité pour avoir vraiment vos premières invitations sur des programmes privés. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Ouais.
Donc la question c'est si je fais de la dependency confusion et donc que j'ai RCE la pipeline par exemple, est-ce que je peux casser l'application, c'est ça? Typiquement, ta librairie, ce sera plus la librairie Node du dev, mais ta librairie à toi. Ouais, donc tu Donc vas. est-ce Alors que ce que tu peux faire du coup, bah, si t'as pas accès à l'appli, c'est que tu vas forcément la casser, ça c'est vrai. Mais du coup, c'est que ton exploit aura marché en tout. Enfin, tu vas casser l'appli, du coup c'est un petit peu dommage, mais au moins tu as eu ta RCE. Donc ça c'est des trucs qui peuvent être assez compliqués. Je suis d'accord au sens où après tu peux te faire taper dessus un petit peu en mode bon bah t'as cassé l'appli, c'est pas cool. Donc c'est pour ça que souvent en bug bounty tu as des instances de test. C'est-à-dire que, alors c'est du 50-50, tu as des programmes qui font qui te mettent en place des sandbox pour que tu puisses faire tes tests. Et il y en a où tu testes directement en prod. Donc en prod, peut-être pas faire ce genre de vuln, à voir. Ça m'est jamais arrivé en tout cas de casser la prod, mais c'est vrai que c'est une très bonne question. Donc là, bon, quel type de hunter êtes-vous? Donc je fais un mélange un peu de stratégie, d'humour, etc., etc. Faut pas tout prendre au sérieux. Donc le premier type de hunter, c'est les Indiens. Donc il y a un petit préjugé dans le monde du bug bounty. Donc comme quoi les rapports des Indiens, c'est pas forcément les meilleurs rapports. Souvent j'ai des potes à moi qui me disent que je suis un Indien, parce que ça m'arrive de faire des rapports qui sont un petit peu borderline, au sens où des fois la limite entre ce que je disais tout à l'heure, la limite entre le out of scope et le in scope, ça peut être un peu léger. Je me dis bon, vas-y, je vais tenter. Souvent ça passe quand tu as un vrai impact derrière. Et c'est pour ça qu'on m'appelle l'Indien, parce que eux, ils ne l'auraient pas forcément report. Il y en a qui vont lancer plein de tools sans comprendre vraiment ce qu'ils font, mais ils vont juste copier-coller l'output des tools et faire des rapports. Faites pas trop ça. Aidez-vous des tools. Ça peut être un bon copilote, mais il faut comprendre un peu ce qu'ils font. Et aussi double check qu'il y ait bien une vulne avant de vraiment faire votre rapport. Donc là, les avantages de cette technique, c'est que des fois ça marche. Donc des fois vous balancez vos tools et des fois oui, il y avait une vraie vulne. Mais si vous commencez à faire trop de rapports nuls, vous pouvez vous faire ban des rapports, enfin ban des programmes ou avoir votre impact qui baisse totalement à zéro. Je pense qu'il faut quand même y aller. Je connais personne qui s'est fait ban de Allô? Ok, on est reparti. J'en étais où? Ouais, donc ça c'est bon. Stratégie opportuniste. Moi, c'est la stratégie que j'utilise souvent. Donc, c'est-à-dire que tu attends les invitations des programmes, tu te connectes sur le programme. Donc, des fois, il y a des programmes que j'appelle des bad programmes. En fait, c'est des programmes souvent soit qui marchent pas. En fait, tu te connectes et tu tapes une 500, donc pas cool. Soit parce que ils ont dit qu'ils te fournissaient des creds. Tu lis le programme, il n'y a pas de creds. Donc, bon, tant pis. Soit parce que tu dois un petit peu attendre entre le moment où tu demandes des creds, tu fais la demande pour avoir des creds et le temps où tu les reçois. Donc, tu te retrouves à faire que de l'unauthentifié, donc c'est pas forcément ouf. Ou soit des fois parce que le scope euh, est nul, donc soit il est trop restreint en termes de vulnérabilité ou trop restreint en termes de domaine. Si le programme est nul, je m'en vais. Si le programme est bien, je donne quelques heures, quelques jours, et donc je récupère toutes les premières vulnes, vu que tu es le premier hunter en gros à aller sur le programme, vu que tu viens de recevoir l'invite. Et ça marche plutôt bien. Donc l'avantage de cette technique, c'est que du coup, en termes de salaire horaire, t'es pas mauvais, parce que du coup, en quelques heures, souvent, ou quelques jours, tu arrives à choper deux trois vues. T'as pas trop de duplicate, vu que tu es le premier à passer ou dans les premiers à passer. Par contre, le gros désavantage, c'est que du coup, si t'as pas d'invite, tu peux pas hunt. Et donc, tu hunt pas forcément quand tu veux. C'est-à-dire que si vendredi, je reçois une invite à 14h, je suis obligé d'aller voir maintenant. Je peux pas me dire, j'irai voir plus tard. Dernière stratégie, plutôt moyen long terme. Ça marche quand vous tombez sur des programmes qui payent plutôt bien en général. Et donc vous pouvez vous dire, je vais essayer de me familiariser avec cette target. Donc ça va être des grosses boîtes souvent. Et se dire, donc je vais essayer de vraiment créer un lien avec cette target, créer une base de connaissances. Et comme ça, après, je vais pouvoir faire des POC
vraiment plus stylé, vraiment aller voir plus en profondeur sur certains domaines. Et donc, vous allez par exemple taper, pouvoir une vune. Si vous tapez juste une vune dans le mois, vous allez pouvoir peut-être vous faire 2, 3, 4, 5 000 euros d'un coup. Parce que c'est des programmes qui vont payer beaucoup plus. Par contre, du coup, tu vas trouver moins de vunes. Donc, ce que je disais, tu peux faire des vulnérabilités beaucoup plus intéressantes. Ça prend un peu plus de temps de recherche. Parce que du coup, tu vas te dire, ok, bon, bah, pendant 2 semaines, je vais me taper le programme, juste à essayer de comprendre comment ça marche, quels sont les liens entre les domaines. Des fois hunt, rien trouver, et jusqu'au final, bah, trouver un truc à la fin. Et donc forcément, bah, vu que tu n'es pas forcément le premier à passer, tu peux tomber sur des duplicates. Petite partie sur le CVSS. Pourquoi c'est important de connaître le CVSS? Parce que dans 95% des cas, vous êtes payé sur votre score CVSS. Il y a des petits tricks à savoir pour essayer de un petit peu améliorer son score CVSS ou en tout cas de ne pas se le faire baisser. Le score CVSS, donc rapidement, hein, c'est une notation entre 0 et 10 de ta vulne. Entre 0 et 4, grosso modo, tu es à faible. 4 et 7, moyen. 7 et 9, élevé. Et 9 et 10, critique. Il y a certaines vulnes qui ont un fort impact en termes de métier, mais qui ne matchent pas très bien avec le CVSS. Typiquement, je vais sur un programme d'une banque, je peux générer de l'argent. En termes CVSS, ça sera potentiellement une vulne moyenne, parce que tu vas un petit peu modifier l'intégrité, et ça sera tout. Alors qu'en termes d'impact métier, donc générer de l'argent sur une banque, je pense que c'est vraiment critique. Et donc ça, il ne faut pas hésiter à le remonter vraiment en critique et en sortir du score CVSS. Souvent, les programmes comprennent que du coup, le score CVSS, c'est pas utile dans ce genre de cas, et vous payez la critique. Pourquoi c'est sympa, du coup, comme je disais tout à l'heure, si vous passez par exemple de médium à high sur ce programme, vous passez de 300 à 800 euros, donc vous gagnez 500 euros. C'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître comment est noté le score CVSS pour ne pas vous faire avoir. Typiquement, un exemple qui revient très souvent, la différence entre User Interaction et Attack Complexity. C'est pas parce que vous avez besoin de faire 15 clics, un utilisateur a besoin de faire 15 clics pour déclencher l'attaque, que l'attaque complexity doit être à high. Et donc ça, si on vous met l'attaque complexity à high en vous disant ouais, mais l'utilisateur, enfin la victime, elle doit cliquer sur 15 endroits avant de déclencher la vulnérabilité, vous pouvez par exemple citer donc la norme CVSS disant que si vous avez déjà coché la case User Interaction, vous ne pouvez pas cocher la case Attack Complexity en disant qu'il y a beaucoup de User Interaction. Ça, c'est des petits tips qui vont, par exemple, pouvoir vous faire passer de medium à high, comme je disais tout à l'heure. Ce que j'ai oublié de dire ici, c'est qu'il y a une notation littérale en CVSS. Alors, ceux qui sont en présentiel, vous ne voyez pas forcément. C'est marqué ici. Donc, AV2.N, ça veut dire Attack Vector Network. Tout ce qui est, par exemple, PRL, c'est-à-dire Privilege Required Low. C'est juste une autre façon de l'écrire. Ici, on va parler un petit peu impact. Avant, quand j'avais des XSS, je reportais une alerte. Et donc, je tapais des messages. Ouais, il est full. Ouais. Tu l'as mis comment? Heureux. Donc, ce que je disais,
Donc quand vous avez des XSS, au début, je reportais juste des alertes, donc ça tapait du médium classique. Ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est quand vous avez une XSS, typiquement, aller chercher l'impact. Typiquement, dans beaucoup de cas, quand vous avez une XSS, vous pouvez donc compromettre le compte de l'utilisateur. Des techniques super simples. Vous faites 2-3 requêtes qui permettent de changer son email principal. Donc là, bon, vous n'avez plus qu'à faire mot de passe oublié, vous pétez son compte. Donc là, vous ne reportez plus une XSS, vous reportez une XSS qui permet de compromettre un compte. Et donc là, en termes d'impact CVSS, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Même technique, avec le changement de mot de passe, souvent, enfin assez régulièrement, on ne te demande pas de mettre ton mot de passe courant pour changer de mot de passe, on te demande juste d'insérer ton nouveau mot de passe. Donc là, pareil. Des trucs super simples aussi qu'on voit en CTF tout le temps, vous exfiltrez le cookie de la victime. Donc ça, s'il n'y a pas HTTP only, parfait. Ce qu'on voit de plus en plus souvent, c'est les applis qui sont faits avec beaucoup de fronts, donc toutes les applis React, Angular, etc., qui vont stocker le JWT dans le local storage. Donc là, bah, super simple, hein, vous faites get local storage et le token. Pareil, vous l'exfiltrez, vous pétez le compte. XSS to RCE. Typiquement, si vous dites, si vous faites installer un plugin WordPress, donc typiquement un admin qui va exécuter votre XSS, la XSS va installer un plugin WordPress, bah vous avez RCE sur le WordPress. Donc là, pareil, vous ne vendez plus votre XSS comme une XSS, vous vendez une RCE. Donc là, en termes de CVSS, on est beaucoup plus haut. Ce genre de petites techniques, ça ne marche pas forcément tout le temps, mais souvent, c'est quand même bien apprécié par les triagers que vous ayez fait un POC qui montre l'impact. Et donc souvent, vous pouvez vraiment booster vraiment le score de votre CVSS. Il y a aussi d'autres techniques, vous pouvez leak des infos perso. Il y a des infos, par exemple, il y a des entreprises qui gèrent des listes de paiement et ce genre de choses. Essayez de leak un maximum de choses. Cookie bombing, c'est un truc assez marrant. Vous remplissez le navigateur de cookies. Donc vous le remplissez, vous créez des cookies qui s'appellent A, B, C, D. Vous remplissez au max. Et en fait, quand vous allez faire ça, quand la victime va refresh la page, elle va envoyer tous ses cookies. Donc typiquement, scénario classique quand vous allez sur un site. Sauf que là, elle va envoyer vraiment tous ses cookies. Et vu que vous l'avez flood au max, le serveur web va lui répondre une 500 ou une 400 en lui disant bah, attends, j'ai trop de cookies, je ne peux pas gérer cette requête. Et en fait, vous avez complètement ban l'utilisateur du site. Et donc ça, en termes de disponibilité, vous pouvez jouer ça sur le score CVSS. Ça, c'est un petit trick assez sympa. Et donc ça, le 9.6, c'est comme ça que j'ai passé une XSS en critique, puisque j'arrivais à pawner toutes les personnes du coup qui cliquaient sur ce lien. C'était plutôt sympa. Si vous faites baisser votre score CVSS, et donc là, c'est parti pour la bagarre. Alors ça peut être dû à plusieurs choses, soit parce que il y a une info que vous n'avez pas. Typiquement, vous faites une XSS to RCE en disant si un compte admin fait telle et telle action, il peut se passer ça. Peut-être que la société ou le client en face va dire oui, mais nous, le compte admin, on l'a désactivé ou il n'existe pas. Donc là, vous qui avez anticipé à scorer en tant que RCE ou en tant que quelque chose de vrai impact, s'il baisse l'impact, c'est potentiellement justifié. Donc il ne faut pas se plaindre à chaque fois. Des fois, ça baisse l'impact parce que le programme ne veut pas vous payer, donc ils ne sont pas gentils. Là, donc, il faut commencer les négociations. Et des fois, c'est juste une erreur de communication. Donc, soit c'est parce que c'est l'hunter qui a écrit son rapport trop vite, soit c'est parce que le triager a lu le rapport trop vite. Des erreurs classiques d'humains. Donc voilà ce que je disais, justifiez pas tout le temps, justifiez que si vous avez une réelle raison, que la baisse d'impact pour vous n'est pas justifiée. Donc là, il y a 3 solutions. Soit vous gagnez la bagarre, donc vous revenez par exemple en critique, soit vous perdez la bagarre, donc là bah, vous restez en médium, soit vous par exemple vous arrivez à trouver un compromis, donc vous tentez une élevée.
C'est un peu le jeu du bug bounty. Le hunter, il va tendance à légèrement surestimer sa vul. Typiquement, s'il hésite entre médium et élevé, bon, bah, il va tenter la élevée. Le jeu du triager en face, c'est de faire l'inverse, c'est essayer de baisser un petit peu légèrement, mais sans que ça soit trop cramé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le client a toujours le dernier mot. Donc s'il veut vraiment pas vous payer, bah, il ne vous paiera pas. Souvent, ce genre de situation, ça n'arrive pas trop, parce que souvent, les programmes qui ne payent pas, au bout d'un moment, ça se sait. Et du coup, les gens ne vont juste plus hunt dessus. Donc souvent, en général, les programmes sont assez cool. En termes d'outils, qu'est-ce que j'utilise moi au quotidien? Donc un navigateur, souvent Firefox. Je vous conseille quand même d'avoir un deuxième navigateur basé sous Chrome si vous voulez tester des XSS ou des payloads au niveau client. Des fois, il y en a qui marchent sous Chrome, des fois, il y en a qui marchent que sur Firefox. L'extension PwnFox, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent Foxy Proxy. Moi, je préfère PwnFox pour plusieurs raisons. Notamment parce que vous pouvez lui dire proxifie-moi dans Burp que les tabs que j'ai choisis pour Hunt. Alors, vous pouvez le faire avec la gestion des scopes dans Burp aussi. Et aussi parce que dans Firefox, il y a une option qu'on appelle container. Donc, par exemple, vous allez pouvoir créer un container bleu qui va être un compte numéro 1, un container jaune qui sera un compte numéro 2, un container, je dis au hasard, rouge qui sera un compte admin. Et dans Burp, vous allez avoir les couleurs en bleu pour le compte user, en rouge pour le compte admin, etc. Donc ça va être beaucoup plus simple pour savoir en fait cette requête, c'est qui l'a faite, etc. etc. Bon, c'est quand même beaucoup mieux que Foxy Proxy. Moi j'utilise Burp Pro parce que la Poste me paye Burp Pro, donc autant qu'à faire, autant utiliser Burp Pro. Si vous ne l'avez pas, c'est pas obligatoire. Moi je vous conseille quand même de l'avoir. 450 € l'année, c'est un ou deux bugs, c'est rentabilisé. Il y a des features assez intéressantes comme le scanner. Le scanner, il n'est pas magique, mais il peut vous orienter sur certains endroits qui puent un petit peu plus que d'autres. Donc c'est toujours intéressant. Tout ce qui est collaborator, donc vous avez aussi des outils gratuits comme webbook.site, si je ne dis pas de bêtises. Collaborator, c'est sympa aussi parce qu'il y a tout ce qui est exfiltration DNS. Il y a tout ce qui va être engagement tools. Donc ça va par exemple vous générer automatiquement vos POC CSRF. Vous allez pouvoir rechercher dans l'historique d'un site. Typiquement, à un moment, vous voulez exfiltrer un token CSRF. On cherche dans toute l'historique de nos requêtes. Donc depuis qu'on a commencé à hunt, où est-ce qu'il y a le mot CSRF? Et à un moment qu'on a vu qu'il était réfléchi dans une API qui avait les corses en étoile. Donc là, on a pu aller chercher le token CSRF. C'est des petits trucs du coup qui peuvent vous faire gagner un rapport par exemple à ou deux à l'année et vous êtes déjà rentabilisé, quoi. Au niveau tool que j'utilise de temps en temps, ça va être principalement pour la recon ou pour faire des scans un peu plus niveau fingerprint. Vous avez Nuclei qui est un scanner un petit peu classique qui marche via des templates. Hamas qui va vous permettre d'énumérer plein de sous-domaines. HTTPX qui va permettre de faire de la prise d'empreinte sur les sites d'énumérer quelle techno utilisée par le site. Feuf, Go, Foxbuster, bon il y en a plein. Moi j'ai fait un Docker avec pas mal de tools, donc ça ressemble un petit peu si vous connaissez Exegol. Parce que là c'est plus pour le bug bounty. Il y a pas mal de tools, il y a un historique ZSH, donc l'autocomplétion, vous commencez à taper la commande, ça va direct vous autocompléter une commande sympa. Des wordlists, etc. etc. Et pourquoi c'est important la recon? Parce que des fois sur des gros domaines, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez potentiellement trouver 500, 800 sous-domaines. Il y en a qui ne sont pas up, il y en a qui sont en 500. Il y en a où vous allez tomber sur des autantes Microsoft et vous n'avez pas de compte dans l'entreprise, parce qu'ils ne vont pas vous créer un compte. Souvent, ils ne créent pas de compte sur ce genre de choses. Il y aura des serveurs de not found, vous allez des fois tomber sur des sites statiques HTML, donc ça, c'est pas forcément intéressant pour Hunt. Donc c'est pour ça que passer quelques petits tools de recon, comme ça vous savez un petit peu vers où vous dirigez, c'est toujours un bonus, quoi. Là c'est la partie un petit peu plus technique.
Je vais vous montrer des rapports, donc totalement anonymisés. La chose qu'il faut retenir, c'est que la complexité en termes de trouver l'attaque, c'est pas forcément égal à la criticité de l'attaque. Je m'explique. Des fois, vous allez mettre une quote dans un paramètre, vous allez tomber sur une injection SQL super simple, super critique. Des fois, vous allez tomber sur des trucs super durs et au final, le POC ne sera pas ultra critique. Ça, c'est le jeu du bug bounty. Pourtant, vous n'êtes que payé à l'impact, vous n'êtes pas forcément payé à la complexité. Donc, c'est un petit peu le côté aléatoire et un petit peu le côté chance du bug bounty. Je vais vous montrer 4 rapports. Les 2 premiers, c'est des rapports que je considère simples. Et les 2 derniers, c'est des rapports que je considère un petit peu plus durs. Donc là, typiquement, celui-là, je l'ai trouvé 10 minutes après que le programme soit ouvert. Donc 800 €, plutôt sympa. Je dis pas ça pour me vanter, je dis juste ça pour vous dire que en fait, ça aurait pu être vous, tellement c'est simple. Je pense que vous êtes déjà tous tombés sur, enfin, vous savez ce que c'est un SSO. C'est donc une autente à un seul endroit qui permet de vous authentifier sur plein d'applications, typiquement SSO Google. Voilà, c'était pas les SSO Google, c'était donc la victime qui avait son propre SSO. Et donc si tu mets, tu avais juste à changer en fait l'URL de redirection qui est de base en fait l'appli sur lequel tu veux te connecter. Typiquement, j'ai l'appli 1, j'arrive sur l'appli 1, l'appli 1 il dit ok, t'es pas connecté, je te renvoie vers les SSO. Et pour que tu puisses revenir une fois que tu es connecté, dans l'option redirect, tu mets l'URL de l'appli 1. Donc en fait, c'est pour le fait de revenir une fois que tu es connecté. Moi, j'ai mis une URL donc de l'attaquant. Tu envoies ça à une victime, elle clique dessus et revient sur ton site avec tous les cookies de session dans l'URL. Donc là, tu as poney son compte. Ce truc-là, j'ai essayé de le faire passer en critique, parce que pour moi, ça me semblait critique, étant donné que si ton SSO, derrière, tu as 15 applis qui l'utilisent, bah, tu as pété les 15 applis, quoi. Ils n'ont pas voulu me la passer en critique, ils me l'ont fait passer en high. Donc là, j'ai commencé la bagarre. J'ai perdu la bagarre. Et donc, il me l'avait passé en 8.7. Donc, en gros, qui est high, mais pas critique. Donc, tu rentres dans le métrique du high. Et il m'avait même pas payé le max du high. Donc là, je suis reparti à la bagarre. Tu m'avais payé 600 € à la base. Je leur ai dit, bah, pourquoi vous m'avez pas payé le max du high alors que bon, de base, c'était plutôt une critique. Ils m'ont dit, excusez-nous, c'est une erreur. Et ils m'ont rajouté 200 €. Donc c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas forcément à négocier avec la target. 200 € en commentaire, c'est plutôt cool. Celui-là, super sympa. Il y a un truc de reset de mot de passe. Tu mets le nom de ton compte, enfin tu mets le nom d'un compte, tu mets son nouveau mot de passe. Tu as changé le mot de passe du gars, il n'est pas au courant. Celle-là, elle est plutôt cool. Pour la petite info, ce programme, j'allais juste avant de trouver ça, en fait, j'allais le quitter. Parce que j'avais pas forcément trouvé de choses dessus. J'allais partir, et puis pile au moment de partir, je me dis, putain, il y a un paramètre qui pue, je vais aller check, et donc je trouve une XSS. Donc et moi, vu que je trouve une vulne sur un programme, souvent je me dis, bon, il y en a sûrement d'autres. À un moment, je vois passer ça dans mon burp, et donc là, la requête, le token égale nul, c'était vraiment par défaut dans burp. J'ai rien changé, j'ai juste tenté de changer le username. J'ai vu que je pouvais changer les mots de passe de n'importe qui. J'étais plutôt content. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé il y a quelques mois, hein. C'est du tout récent. Là, on va passer donc dans les vulnes qui, pour moi, sont dites compliquées. On se rapproche un peu des trucs qu'on voit en CTF. Alors pas celle-là, mais surtout celle d'après. On avait une XSS sur une page de login. Donc le problème, c'est que si tu es connecté, on te fait aller sur la page de login. Tu vas pas exécuter la XSS parce que tu vas être redirigé sur la page d'accueil. Le problème, c'est que si tu exécutes la XSS en tant que non connecté, tu ne peux pas vraiment prouver l'impact parce que justement, bah, tu ne peux pas récupérer le compte du gars vu qu'il n'est pas connecté. Tu ne peux pas aller chercher les infos du gars vu qu'il n'est pas connecté. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un petit trick. C'est que l'environnement de sandbox et l'environnement de prod, c'était la même chose. Les cookies étaient, donc les domaines du cookie étaient, étaient mappés pour gérer tous les domaines.
Il y avait le same site anon et il y avait des courses origin reflected, donc il y avait tout qui était parfait. Le CSRF était retourné donc, dans l'API. Le token CSRF était retourné dans l'API avec les courses. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une XSS en non-attente sur la sandbox qui nous a permis d'aller chercher des infos de l'utilisateur connecté sur la prod. Ça, c'est un peu malin. Donc typiquement, il y avait 2 fois le même site, donc 2 fois la même page de login. C'est juste qu'il y a une, vu que c'est l'environnement de sandbox, il n'est pas connecté. Mais depuis l'environnement de sandbox, on va aller chercher les API de prod où le compte est connecté sur la prod, vu que c'est normal, c'est la prod. Et donc vu qu'on avait le token CSRF, le gars était connecté, vu que les cookies étaient en same site et les domaines, les cookies étaient valides sur tous les domaines. On pouvait faire plein de choses, on pouvait donc pawner son compte, on pouvait leak beaucoup d'infos perso et des infos des clients, enfin des clients parce que c'était une appli qui permettait de générer, enfin de gérer son entreprise. Et on pouvait même take over toute l'entreprise en ajoutant quelqu'un dans l'entreprise et en disant la nouvelle personne qu'on a ajoutée, maintenant c'est le chef de l'entreprise. Donc on pouvait se faire passer chef d'entreprise, c'était plutôt cool. On a fait un petit POC, c'était vachement sympa. Ça, on a mis un jour à tout POC et on était 2. 1200 euros, c'est donc 1200 euros à 2, donc 600 euros chacun environ. Juste pour vous donner une ordre d'idée, donc 600 euros à 2, alors qu'on a passé ça un jour. Celle d'avant, c'était 2K. Celle d'avant, 10 minutes, 800. Donc c'est juste pour vous montrer que complexité, c'est vraiment pas égal à la sévérité. Ici, on était 4 et 880 euros. Et c'était un truc aussi assez poussé. Je ne sais pas si vous avez tous en tête la page PHP Info, classique PHP Info, où tu as beaucoup du coup, des infos sur ta requête actuelle. Là, c'était pas un PHP Info, mais c'était un truc qui ressemblait. Donc tu t'allais sur la page et il te remontait en fait tous tes headers que tu avais fait pour faire ta requête. Il te montait aussi quel endpoint tu avais requêté, etc., etc. Et donc ce qui est intéressant là-dessus, alors tu n'avais pas du tout les infos de côté serveur que tu peux avoir dans un PHP Info, tu avais vraiment que les infos de ta requête HTTP. Et donc ce qui est assez intéressant dans cette requête HTTP, c'est que du coup, ça reflète ton header cookie. Et donc dans ton header cookie, tu as tous les cookies que tu ne peux pas accéder depuis JavaScript. Donc là, tu vas commencer à pouvoir leak donc des cookies server-side. Pour faire ça, on a dû trouver une XSS. Vu que tout était réfléchi sur la page, on s'est dit qu'est-ce qui se passe si on commence à rajouter des paramètres get et qu'on essaierait de mettre des XSS dedans. Spoiler, ça n'a pas marché parce que le paramètre get c'était URL en code. Du coup, tu te retrouvais avec une payload URL en code, ça n'exécutait pas. On avait une XSS sur un autre domaine complètement différent. Et donc sur cet autre domaine, on s'est injecté un cookie contenant une XSS sur le domaine où il y avait justement cette page. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que quand on allait requêter ce domaine-là, on avait un nouveau cookie qu'on a appelé A. Pourquoi A? Parce que du coup, il est tout avant les autres cookies, notamment les cookies server-side. Et on avait du coup notre autre payload XSS, mais qui cette fois-ci était donc vraiment sur la page où on avait les infos leaks. Petit problème, c'est qu'on avait des CSP qui étaient assez stricts. Du coup, on ne pouvait pas juste extraire le contenu de la page ou ce genre de choses. On a dû passer par une technique qui s'appelle dangling markup. Donc pour ceux qui ont fait les chalrootme, normalement, vous savez ce que c'est. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une image. On a mis une src égale, donc notre site à nous. Donc là, on a mis example.com. Et je ne ferme pas la quote de l'URL. Ce qui fait que ton navigateur va continuer à dérouler, vu qu'elle n'est pas fermée, la quote, il va continuer, il va tout prendre. Ce qui veut dire que l'utilisateur, quand il va charger cette image, et dans le chemin de l'image, il y aura tous les cookies server-side. Et ça, on va les récupérer.
Donc cette époque était plutôt cool. Et donc 880 à 4. Et donc c'était 1 ou 2 jours de recherche, sachant qu'on n'a pas fait que ça en 1 ou 2 jours. Mais ouais, c'était pas forcément simple. Pour finir, si je dis pas de bêtises, peut-être la dernière partie, est-ce qu'on peut vivre du bug bounty? Donc ça, je vais vous parler de mon expérience personnelle. Donc là, j'ai une expérience donc sur ce feedback, ça a été donc 4 mois de bug bounty, un chiffre d'affaires, parce qu'on parle en chiffre d'affaires, entre 1500 et 4500 euros par mois, environ 20 à 25 heures de boulot par mois, sachant que c'est pas 20 heures au sens je travaille 3 jours et j'ai fini le mois, c'est 20 à 25 heures quand je reçois des invites, donc c'est-à-dire un peu tous les jours répartis sur un mois. Donc je peux faire par exemple 2 heures tous les 2 jours, ce genre de choses. Donc j'étais plutôt sur la plateforme YesUAC, ce qui fait que j'étais plutôt sur des targets françaises ou européennes. Donc souvent c'est quand même des bounties qui sont beaucoup plus bas qu'aux États-Unis. Et ce que je veux dire, c'est que donc mon chiffre d'affaires dépendait souvent de 1 ou 2 targets par mois. Par exemple, les 1500 que j'avais fait au mois de décembre, il y avait une vulne dedans à 800 dedans. Donc tu as quand même ce côté un petit peu aléatoire. Tu as une vulne qui reprend 2 tiers de ton salaire par mois. C'est un peu aléatoire. Le mois où j'ai fait 4K5, il y avait 3000 qui venaient d'un seul programme. Et sur les 4 mois, c'était souvent comme ça. Tu avais souvent 1 ou 2 programmes qui étaient ma poule aux œufs d'or du mois. Et il y avait 2, 3, les autres, souvent je trouvais un ou 2 trucs. C'est pour ça que j'ai mis que mon salaire dépendait souvent que de 1 ou 2 programmes par mois. Le côté un peu chiant, c'est que du coup, bah, si tu travailles pas, t'as rien. Des fois, c'est assez frustrant le bug bounty. Il y avait un mois là sur les 4 mois où j'arrive le 15 du mois, j'ai rien trouvé, alors que tout se passait bien d'habitude. Là, j'arrive le 15 du mois, je suis à 0. Donc je commence un petit peu à me remettre en question, à me dire pourquoi j'arrive pas à trouver, alors que tu vois très bien que sur l'activité, il y a plein de gens qui trouvent des choses. Puis au final, ça s'est bien passé, mais c'est un petit peu le côté frustrant. C'est pour ça que je vous conseille, si vous commencez le bug bounty, à pas hésiter à collaborer, etc., etc. Ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il y avait une baisse de l'activité donc pendant les vacances scolaires, ce genre de choses. Tu as certains programmes qui, par exemple, pendant les vacances de Noël, étaient carrément désactivés. Ou pendant les vacances, souvent, tu reçois moins d'invitations, il y a moins de nouveaux programmes, étant donné que les équipes sécu des entreprises travaillent moins, donc ils vont peut-être pas se dire, je vais lancer un programme pendant les vacances scolaires. Donc là, c'est que la partie en français, enfin au sens les slides sont en français. Les taxes, donc avant de se lancer en bug bounty, il faut un statut légal. Si vous comptez en faire comme moi, c'est-à-dire un peu de bug bounty au sens argent de poche, un peu pour déconner, faire des petits montants. Donc là j'ai mis petits montants, mais bon, si vous comptez faire en gros moins de 40K par an, je vous conseille vraiment d'aller sur micro-entrepreneur. Le plafond max de micro-entrepreneur en tant que prestation de service, donc du bug bounty, c'est 77K par an. C'est-à-dire que si vous dépassez ce plafond, vous ne pouvez plus dire je suis micro-entrepreneur, vous devez prendre des statuts qui sont plus grands. Donc ce que je vais dire dans cette slide, c'est des infos qui peuvent changer. Souvent ça change tous les ans. Donc ce sera à vous aussi de revérifier. Honnêtement, micro-entrepreneur, c'est cool. Pourquoi? C'est simple à créer. Il n'y a pas de frais à la création. Et vous avez très peu d'obligations. Vous devez juste déclarer votre chiffre d'affaires en gros. Et garder vos factures, sachant que si vous passez par des plateformes, celles qui vont générer vos factures, du coup vous avez juste à les mettre dans un dossier, vous tenez un petit Excel, ce que vous voulez, c'est plutôt simple. L'URSSAF prend environ 22% de ton chiffre d'affaires, donc tu gagnes 1000 euros de CA, tu envoies 220 euros à l'URSSAF direct. Si la première année, vous pouvez faire une demande qui s'appelle l'ACRE, donc c'est l'aide à la création d'entreprise, qui divise par 2 ses cotisations. Donc pendant un an, vous êtes à 11%.
Les impôts, ça je connais pas trop le sujet vu que ça fait que 1 an que je fais du bug bounty. Je suis encore attaché fiscalement à mes parents, donc je sais pas exactement combien ils ont payé d'impôts pour cette année. Mais en gros, c'est entre 0 et 45%, c'est des chiffres assez classiques. Donc là, j'avais marqué le petit tableau. Si vous faites entre 10 et 27 000 de bénéfices, c'est 11% par exemple. Et vous avez aussi la CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises, je crois, ou quelque chose comme ça. En gros, c'est pour payer entre guillemets vos locaux. Ce que vu que vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez pas de locaux, ou alors c'est votre chambre en gros. Vous déclarez votre chambre, vous dites je travaille depuis cette chambre qui fait 9 mètres carrés par exemple. Et donc là, si vous faites moins de 10 000 euros par an, je crois, ou moins de 5 000, vous payez rien. Ouais, voilà, c'est moins de 5 000, vous payez rien. Et puis sinon, c'est pas très cher, c'est quelques centaines d'euros juste une fois dans l'année. Si vous faites plus de salaire, forcément, si vous touchez la prime d'activité, les appels, etc., vos aides vont baisser. Ça peut être aussi sympa de savoir. Moi, quand j'ai commencé à faire du bug bounty, ma prime d'activité, ciao, a pu. Donc ça peut être aussi le côté un petit peu dommage de gagner un peu plus d'argent. En termes de juridiction, vous êtes obligé de prévenir votre employeur actuel que vous faites du bug bounty. Par exemple, moi, avant, je faisais du pentest web pour la Poste. Et donc, l'activité de bug bounty, c'est principalement aussi du pentest web. Donc, je leur ai demandé, ils m'ont dit, tu peux faire du bug bounty autant que tu veux, du moment que tu ne pas sur la Poste ou des filiales de la Poste. Moi, je trouve ça plutôt juste comme manière de faire. Ça va dépendre de votre entreprise. Il y a des entreprises qui vont dire vous n'avez pas le droit de hunt, ou il y a des entreprises qui vont dire vous n'avez pas le droit de hunt en France. Il y a des entreprises qui vont dire tu peux partout. Donc avoir un statut, ce que je disais tout à l'heure, micro-entreprise, il y en a d'autres, SASU, URL ou autre. Vous devez juste respecter les contrats classiques avec votre plateforme de bug bounty et respecter le programme. En gros, allez pas hunt sur les domaines, vous n'avez pas le droit de hunt, etc., etc. Du moment que vous respectez les règles, normalement il n'y aura pas trop de problèmes. En termes de juridiction, des fois vous pouvez arriver dans des cas un peu tordus. Typiquement, ça m'est arrivé une fois où il y a un programme de bug bounty qui m'a dit vas-y mec, tu peux hunt sur ce domaine. J'arrive sur le domaine, au bout d'un moment on se rend compte que le domaine il pointe sur une IP qui n'est pas chez eux. Donc en fait tu te retrouves à pentest quelqu'un d'autre que le client. Donc ça c'est un peu problématique puisque entre guillemets ils te donnent l'autorisation de pentest, mais en fait c'est pas chez eux donc ils peuvent pas rentrer la donnée. Donc au final ce qui s'est passé c'est qu'ils ont juste supprimé le domaine et on est passé à autre chose. Dernière petite question avant la fin, est-ce que le bug bounty est-ce que c'est l'ubérisation de la cyber? Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Moi j'ai envie de dire un peu balle au centre. Pourquoi balle au centre? Alors même si tu as des trucs donc, qui sont typiquement de l'ubérisation, c'est-à-dire tu es payé à la tâche et en plus, donc si tu fais des duplicates, tu n'es pas payé ou ce genre de choses, tu n'as pas de congé payé et donc le client a le mot final. Tu as quand même des bénéfices qui vont avec au sens où souvent quand on parle d'ubérisation, on va parler de petits salaires ou de moindres salaires. Le bug bounty, c'est pas forcément le cas. Je trouve que le salaire est plutôt confortable, voire très confortable. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler de ubérisation? Voilà, balle au centre, je sais pas. Et donc, tu as tous les avantages qu'il y a avec une auto-entreprise. Donc ça va dépendre des gens, mais flexibilité sur les horaires, sur le lieu de travail et donc sur les clients. Donc à l'avenir, est-ce que du coup le bug bounty ce sera l'ubérisation toujours? J'ai envie de dire ça va dépendre des rewards. Tant que les rewards sont hautes, normalement ça pose pas de problème. Je pense qu'à moyen court terme, ça posera pas de problème étant donné que tu as de plus en plus de programmes. Et du coup, ils se font un petit peu la concurrence entre eux pour dire moi je vais attirer un maximum de hunters. Du coup, c'est pas rare qu'il y a des programmes qui arrivent, qui créent leur programme et que 2 mois après, ils commencent déjà à augmenter leur reward pour pouvoir réattirer du monde. C'est pour ça que je pense qu'à moyen court terme,
il n'y aura pas trop de problèmes sur le fait que les rewards vont rester plutôt convenables, voire élevés. Et sur le côté, le client a le dernier mot. Donc au pire, si le client ne te plaît pas, tu changes de programme. Et puis voilà. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, la question, c'est, tout à l'heure je parlais des XSS to RCE. Est-ce que je peux report un truc que j'ai pas testé? Du coup, on arrive dans le cas que je disais tout à l'heure, au sens, tu vas essayer de reproduire par exemple un maximum l'environnement. Donc si tu sais que c'est un WordPress en version 6. Quelque chose, point quelque chose, tu vas faire un POC qui va être dans telle version-là de WordPress. Et tu vas dire, de mon côté, ça marche en gros. Et vu que c'est un WordPress, il y a vraiment de grandes chances que ça marche de leur côté. Et donc là, c'est à eux un peu de voir s'ils te l'acceptent ou pas. Ça va vraiment dépendre en vrai du programme. Mais oui, tu peux report des trucs que tu n'as pas testé jusqu'au bout. Parce que là, tu te permets de prendre un peu de liberté. Mais ce n'est pas des libertés qui sont déconnantes, au sens où tu as fait un POC qui marche chez toi dans la même version que le client. Du coup, tu peux prendre ce genre de liberté. Surtout, en fait, ça te coûte pas, ça te coûte rien en fait de faire ça, et ça peut vraiment modifier énormément l'impact de ta vue, quoi. Après, c'est vraiment le client qui va décider à la fin, déjà si c'est reproductible chez lui. Comme je disais, des fois il y en a qui vont dire ouais, on a un compte admin sur notre WordPress, mais par mesure de sécurité, personne ne se log dessus. Du coup, par exemple, ils vont pas accepter ta RCE, par exemple. Après, toi, t'en sais rien, t'as pas forcément de manière de le vérifier, mais c'est comme ça. Ok, très bonne question. La question c'est, est-ce que je peux commencer un petit peu à Hunt avant de commencer les démarches de création de micro-entreprise ou quoi? Donc là, il faudra me corriger. Je dis peut-être des bêtises, mais de mémoire, à partir du moment où tu commences les démarches administratives, tu peux commencer à Hunt. Et si vraiment, je pense honnêtement, si vraiment tu veux commencer, tu fais un ou deux rapports avant d'avoir vraiment une entreprise, je pense pas que ce soit trop grave au sens où tu peux peut-être faire passer ça comme des gains d'argent un peu imprévus. Alors j'ai oublié le nom de la loi, mais des fois tu peux, enfin le nom du truc, c'est un truc des gains imprévus. Du coup, si tu as vraiment que, je sais pas, un rapport accepté, tu peux peut-être faire passer ça là-dedans. Je connais pas trop ces aspects-là. Mais par exemple, si tu veux déjà t'inscrire sur SWIAC sans micro-entreprise, tu peux peut-être faire déjà les challenges XSS, enfin ce genre de choses. Là, il n'y a pas besoin du coup de micro-entreprise pour ça. Et moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, dès que vous commencez à le faire, créer votre micro-entreprise. Il n'y a pas trop de démarches à faire. Deux, trois papiers à remplir, c'est assez simple. Tu mets genre, nom, prénom, adresse, en gros, puis c'est fini, quoi. Et ça prend 2-3 semaines, le temps de tout finaliser. Et voilà, quand vous créez votre entreprise, faites direct la demande aussi pour l'ACRE. Donc c'est l'aide à la création d'entreprise. Tout le monde n'est pas éligible, il y a des petites conditions, mais honnêtement elles sont pas trop. Enfin, c'est assez simple d'être dans les conditions, au sens il y a une condition où si tu as entre 18 et 25 ans, c'est bon. Du coup je pense que pour les gens dans la salle c'est plutôt good. Donc quand tu parles d'edge case, que se passe-t-il quand il y a des accidents? Et bah très bonne question. Ça va dépendre du coup. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de déjà si tu as fait une grosse bêtise ou pas, sans forcément le savoir. Mais par exemple, des fois tu vas être amené à faire un pentest, tu vas faire tomber un service. Et en fait, le service, tu n'avais pas forcément le droit de pentest dessus, mais de ta vision de hunter, tu pouvais pas forcément savoir que tu as le droit ou pas. Donc là, c'est un peu compliqué. Après, tu rentres dans les côtés assurance, tu rentres dans les côtés loi. Et de la jurisprudence en bug bounty, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc là, je sais pas vraiment de quoi te répondre. Bonne chance, quoi. Ça dépend de comment les gens sont cool aussi derrière. Si tu as une entreprise
qui fait 10 millions de CA par an et qui veulent te couler, bah, je pense qu'ils arriveront à te couler. Si tu as des gens plutôt cool en face qui vont te dire ok, je sais pas, tu as fait tomber la prod, mais on sent que tu viens d'une démarche de bonne volonté et que c'était dans le but de sécuriser la plateforme ou enfin sécuriser notre entreprise et que tu n'avais pas d'intention malveillante derrière et ils vont pas forcément te poursuivre en justice ou autre pour ça, quoi. Là, chaque cas est différent, hein. Ouais, du coup, la question c'est si je trouve une vulne sur un site euh, qui n'a pas forcément de programme de bug bounty, qu'est-ce que je fais? Si je dis pas de bêtises, il y a celui-là qui a lancé un truc qui s'appelle Zero Disclose. Et donc tu peux leur soumettre la vulnérabilité à eux, et eux ils vont te faire en sorte donc un peu de t'anonymiser toi en tant que chercheur, et ils vont remonter ça à l'entreprise. Des fois tu peux passer aussi par Alancy, qui va faire ce genre de travail, ou des fois, ouais, c'est à peu près tout. Tu as des plateformes qui font ça, mais des fois tu peux aller check les security.txt ou ce genre de choses. Des fois tu peux avoir des emails de contact, ou des fois directement contacter les RSSI d'une entreprise. Je sais pas, tu cherches le nom de l'entreprise RSSI sur LinkedIn, tu essayes de choper son email. Après, c'est toujours un peu bizarre à expliquer. J'ai trouvé une vulne sur votre site. Tu vois, tu peux avoir comment c'est pris en face. C'est pour ça que ça peut être intéressant de passer par des plateformes comme Zero Disclose qui essayent un petit peu de t'anonymiser. Si tu montres que tu as une bonne intention, normalement tu n'auras pas de problème. Mais bon, on sait jamais. Du coup, ouais, la question c'est donc j'ai été amené à faire un Docker de bug bounty pour faire du bug bounty. Comment je fais un petit peu mon environnement de bug bounty et aussi un petit peu le côté est-ce que je disclose mon IP ou pas. Il y a plusieurs trucs à savoir. Moi par exemple quand j'ai à faire des scans, souvent je passe par mon VPS. Principalement parce que tu as beaucoup plus de débit et parce que des fois aussi tes scans ils peuvent être assez longs. Donc, ce qui fait que tu n'es pas obligé de laisser ton PC allumé et le scan va tourner en fond. La deuxième raison à ça, c'est tu as beaucoup de WAF en bug bounty qui, s'ils voient qu'ils sont scannés par des outils ou s'ils reçoivent un grand nombre de requêtes, ils vont te ban IP directement. Donc si c'est l'IP de ta box, c'est un peu chiant. Si c'est l'IP de ta 4G, c'est pas trop grave parce que tu as juste à relancer ta 4G. Mais si c'est l'IP de ta box, c'est un peu chiant. Donc ça peut être intéressant de passer du coup par des VPS par exemple. Ouais. J'arrive, j'en ai vu un des chats. Et ouais, du coup, n'hésitez pas aussi dans les programmes de bug bounty. Ouais, c'est moi, c'est moi. Dans les programmes de bug bounty, souvent, il y a des règles sur les scanners auto, notamment les limites de requêtes par seconde. Souvent, ils vont dire bon, bah, on veut bien que tu utilises des scanners auto, il n'y a pas de problème, mais pas plus de 3-4 requêtes par seconde. Le but, c'est pas de faire tomber la prod, quoi. Et je hunt pas dans une VM. Aussi, il y avait la question, pas trop d'intérêt à hunt dans une VM, normalement. Tu peux si tu as plus d'outils dans ta VM, mais normalement, plus pour du malware la VM. Est-ce que tout le monde reçoit les invitations au même moment? Tout le monde ne reçoit pas les mêmes invitations. Souvent, ceux qui gèrent les programmes vont envoyer 25-50 invitations d'un coup. Donc si tu es dans le lot de ces invites, tu es invité. Des fois, quand je fais du bug bounty avec des potes, on se dit quand on reçoit des invitations de pouvoir collaborer. Et des fois, on est 3-4 à dire « Oh, ouais, je l'ai reçu cette invite » et 3-4 autres personnes à dire « Ah bah non, je ne l'ai pas reçu ». Ça dépend. Donc ça, c'est un peu des recettes magiques de chaque plateforme sur comment est-ce que tu es invité. Souvent, c'est des critères assez classiques, donc ton activité sur la plateforme, ton impact, etc., etc. Mais j'ai l'impression que c'est surtout l'activité en fait sur la plateforme. C'est-à-dire que dès que tu fais tes premiers rapports, tu peux déjà commencer à avoir des invitations, quoi. Donc faut pas se dire il n'y a que le top 100 de la plateforme qui reçoit des invites. C'est totalement faux. Vraiment, dès tes premiers rapports, tu vas recevoir 2-3 invites, quoi.
Et après, c'est comme ça que tu vas commencer à faire d'autres rapports et avoir de plus en plus d'invités. Encore une petite question qui en rate à l'autre. Quand tu dis que tu as plusieurs, du coup, c'est mis en place par Yesria ou c'est vous vous arrangez, il y en a un qui reçoit l'argent, il se déclare, et après, c'est pas comment. La question, c'est quand Jeune, tu as plusieurs, comment ça se passe par exemple, quand tu fais le rapport ou pour répartir ensuite la reward. Donc déjà, tous les programmes n'acceptent pas la collaboration. Si je dis pas de bêtises, la grande majorité des programmes acceptent la collaboration. Et donc par exemple sur Yasuak, donc c'est fait d'office. Et donc il y a une personne qui va initier le rapport et ensuite va ajouter les collaborateurs au fur et à mesure. Et ensuite tu peux donc soit dire par exemple bon bah on est 3 sur le rapport, je fais un tiers, un tiers, un tiers. Soit tu peux commencer à mettre bon 20% pour celui-là, 20% pour celui-là et 60% pour celui-là. Et donc quand tu reçois donc, ton bounty quoi, ensuite ça divise automatiquement dans le wallet de chacun. Donc ça c'est plutôt bien fait parce que tu n'as un peu rien à faire de ton côté, juste ajouter les collaborateurs. Et ensuite tout le monde est mis sur le rapport. C'est good? Bah merci à tous d'être venus. Merci à ceux qui sont en live. Et puis bon bah plus.